Les postes de télévision dans les salles de garde des hôpitaux vont être supprimés. C'est une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Joe Biden est devenu officiellement le 46e président des États-Unis. Il a prêté serment ce 20 janvier. Quels sont les défis qui attendent le nouveau président américain? Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Bientôt, il n'y aura plus de postes de télévision dans les salles de garde des différents hôpitaux du pays. Leur installation serait à la base du mauvais accueil des patients dans les établissements de santé. Cette décision émane du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui note le niveau élevé de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les populations se sont prononcées sur cette question. Elles étaient au micro de Joël Gossi. Mauvais accueil. Prestataire occupé à regarder la télévision Novelas. Prestataire absent au poste de garde. Retard dans la référence des clients. Fort de ce constat, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique prend une décision, celle de la suppression des postes de télévision dans les salles de garde des hôpitaux, ce qui pourrait contribuer à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile et à améliorer la qualité des services dans les établissements sanitaires. Une décision fort appréciée par une frange de la population. Moi, mon avis, ce que je vois, ils n'ont qu'à tout supprimer. Il faut même pas laisser télé dans les salles d'accouchement. Il est venu accoucher, mais il a vu une autre femme. L'amener, elle criait, puis ils l'ont laissé là. Moi, mais il y a eu la peur, parce que le jour allait mourir. La décision du ministère de la Santé est très noble. Parce qu'aujourd'hui, la conscience professionnelle n'existe même plus dans nos hôpitaux. Certaines, surtout les sages-femmes, les infirmières, préfèrent aller pour leur petit désir, regarder des petits films comme Novelas et puis laisser nos mamans mourir. Mais je ne dirais même pas les sages-femmes, je dirais même le corps médical. Une sentence inutile pour d'autres qui en appellent plutôt à une réorganisation du système de santé et à un contrôle dans les salles de garde. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec. Je souhaiterais que cette note-là ne tienne pas compte, en fait, ne soit même pas en vigueur, parce qu'un suivi dans les différents hôpitaux permettrait aux agents de pouvoir bien faire leur travail. Si on dit que ces télés-là distraient ces femmes-là, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Voilà, s'il y avait un suivi du sérieux dans les hôpitaux, voilà, je pense que si chacun avait rempli sa part de responsabilité, il n'allait pas avoir ce désordre-là. Il faut améliorer. Nous sommes des êtres humains. De temps en temps, nous-mêmes les malades, quand on s'en va, pour attendre un docteur, tu peux quand même te distraire avec. Mais supprimer, ce n'est pas bon. Pour l'heure, les services compétents du ministère en charge de la Santé, en particulier la Direction générale de la Santé, les directions régionales et départementales et d'inspection générale de la Santé sont invités à assurer le suivi de cette décision de la tutelle. Intéressons-nous à la Poste. Comment intervient-elle dans la livraison de colis? Se présente-t-elle comme un partenaire ou un concurrent des livreurs urbains? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans ce reportage de Joël Gosset que je vous invite à suivre. La Poste de Côte d'Ivoire est au centre des critiques des internautes ivoiriens depuis plusieurs jours. En cause, l'annonce de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI relative à la caution de 5 millions imposée aux entreprises de livraison. Afin d'éclairer la lanterne des acteurs du secteur, le directeur général de la Poste, Isaac Yambayao, a répondu à l'invitation des blogueurs et vendeurs en ligne de Côte d'Ivoire. Ce qui a motivé que je puisse accepter cette invitation de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, c'était de fixer aussi l'information. Surtout partager que, au-delà de la polémique, l'institution La Poste est un partenaire de choix pour les spécialistes de la distribution urbaine, mais aussi une opportunité pour que des entrepreneurs puissent gagner du business, mais permettre à La Poste, qui a le rôle d'être le lien social entre la population et le gouvernement, d'assurer pleinement ses missions. La Poste, à travers son responsable marketing, a invité ceux qui exercent dans le domaine de la livraison à une collaboration. Nous avons une très longue histoire où nous avons une période de traversée du désert où la Poste a énormément souffert. Mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, la Poste est en train de remonter la pente. C'est vrai que c'est une œuvre humaine et c'est loin d'être parfait, mais beaucoup a été fait.
Beaucoup a été fait en termes d'amélioration de la qualité, en termes d'amélioration des processus et en termes de sécurisation des biens de nos clients. Au sorti de cette conférence, des participants ont dit ne pas être satisfaits des réponses et explications de leurs interlocuteurs. Je suis restée sur ma faim concernant les responsabilités que la Poste prend face au désagrément et surtout face à la confiance qui manque entre les usagers, les Ivoiriens et la Poste qui est supposée être un élément phare de la belle vie en Côte d'Ivoire en fait. La Poste de Côte d'Ivoire est une société d'État ivoirienne. Elle succède à plusieurs organisations assurant auparavant ce service public. Elle a pour mission d'assurer le transport de messageries telles que les lettres, les cartes, les documents et marchandises, paquets et colis, ainsi que le transfert d'agents. Dans le domaine de l'éducation, 3 groupements de la région du Sud Comoé ont reçu le 13 janvier dernier des équipements et du matériel. Ils devraient aider à garantir le succès de 2 micro-projets. Des micro-projets initiés par la direction des cantines scolaires, l'ONG Ivoire Développement Durable et les différents partenaires techniques avec l'appui de l'ANADER dans les régions du Sud Comoé et des Grands Ponts. Ils vont permettre d'approvisionner de façon durable 6 cantines scolaires de ces régions à travers un appui renforcé à 6 groupements agricoles pour la production de vivriers, la transformation du manioc en produits dérivés et la pratique de la pêche artisanale. Pagasso Rokoni. Depuis 2016, les cantines ne sont plus approvisionnées en vivres selon la direction des cantines scolaires. Cette situation préoccupe les responsables de la direction des cantines scolaires, l'ONG Ivoire Développement Durable et leurs partenaires techniques. Ils décident alors de mettre en œuvre 2 micro-projets avec l'appui technique de l'ANADER dans les régions du Sud Comoé et des Grands Ponts. L'objectif étant d'approvisionner de façon durable 6 cantines scolaires de ces régions à travers un appui renforcé à 6 groupements agricoles pour la production de février, de transformation du manioc en produits dérivés et la pratique de la pêche artisanale. Ainsi, dans le cadre du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, 3 groupements de la région du Sud Comoé ont officiellement reçu des équipements et matériels en vue de garantir le succès de ce projet. On vous prie de faire bon usage de tout ce qu'on vous a donné. On compte sur vous pour que le partenariat avec la Société Générale Côte d'Ivoire soit renforcé. Les cantines scolaires permettent le maintien des enfants à l'école en leur assurant un repas chaud et équilibré par jour. Nous avons choisi, entre autres actions, d'accompagner des groupements agricoles en vue de leur permettre d'approvisionner les cantines en vivres. Les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative. Ils n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance aux responsables de la direction des cantines scolaires et de l'ONG Ivoire Développement Durable. C'est grand ce qu'on vient de nous donner. On vient de recevoir un don de broyeuses de manioc, 4 presseuses et puis du filet pour nous protéger de tout ce qui est attaque extérieure. C'est très important et nous sommes très contents. Au terme de ce projet, qui est un appui à la pérennisation des cantines scolaires, les élèves des inspections de l'enseignement primaire public de Tiapoun, d'Adiaké et de Bonois vont bénéficier d'un repas chaud, équilibré et riche à midi. Ceci pour leur permettre d'améliorer leurs résultats scolaires. Ce 20 janvier marque la disparition de Roger Fulgence Kassi, animateur vedette de la RTI, décédé à l'âge de 33 ans en 1989. Cela fait donc 32 ans que RFK n'est plus. Il aura marqué de son empreinte toute une génération de passionnés de télévision. Roger Edmond Fulgence est intemporel. Son style avant-gardiste est aujourd'hui une source d'inspiration. RFK, comme on l'appelle, aura su réinventer la télévision. Un retour sur son œuvre et quelques extraits de plateaux et d'émissions, des témoignages d'archives avec Fonquadio. Wow, comment ça va? C'est la vidéo qui illustre bien l'homme. De l'ombre à la lumière, et l'étincelle jaillit, on aurait pu dire une étoile filante. En Côte d'Ivoire, Roger Edmond Fulgence Kassi incarnait si bien la télévision. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. L'homme né le 16 novembre 1955 à Toumoudi, dans le centre du pays. C'est en 1977 qu'il fait son entrée et ses premières armes à la télévision ivoirienne. Quelqu'un pour te parrainer
Comme parrain, tu penses à qui? Aïcha Koné. Aïcha Koné? Oui. Tu voudrais qu'elle puisse t'écouter, te donner un coup de main, tout ça? Oui. Bon, d'accord. Alors je souhaite que tu rencontres Aïcha Koné vivement dans les couloirs de la télé. Elle est souvent ici, il faut venir nous voir très souvent. Et puis, je vous signale, amis téléspectateurs, que vous pouvez éventuellement contacter nos premières chances d'aujourd'hui. RFK, comme on l'appelait affectueusement, aimait à côtoyer l'excellence dans ses entreprises. Ancien du collège municipal de Boaké, il est l'un des meilleurs élèves du studio-école de la RTI en 1975, sous la férule des dévanciers tels Clémentine Tikida ou Georges Keïta. Du gouvernement de défendre aussi bien notre cause. Voilà, nous étions au domicile de M. Laurent Donafologo, Georges Benson, et nous sommes vraiment ravis. Audace, culot et innovation, trois termes qui le caractérisent si bien. Bon, alors ce que je voudrais... Tu vas tenir le micro, tu veux? Je vous en prie. Bon dimanche, Superstar Station pour les clips vidéo, Jamboree pour l'aspect live, Première Chance en 1981, Nangeli en 1984, Portrait d'artiste, RFK Show, que d'émissions, que de missions. Mais surtout, Tremplin en 1976, qui servira de terreau à Podium, l'émission qui favorisera comme première chance l'éclosion de bien de talents. Animateur de talent, RFK était aussi un artiste accompli qui n'hésitait pas à tutoyer le chant et les instruments de musique. D'une part, des jeunes gens doués, dotés d'un talent fou, dont le hobby principal est la musique, dont le cœur bat au rythme de la musique. Et d'autre part, une télévision... 1988, Roger Fulgence Kassi ressent les premiers signes de l'immense fatigue qui le lâchera difficilement. Octobre 88, une légère embellie, puis la rechute. 20 janvier 1989. Sa dernière demeure, Kokumbo, son village, Roger Edmond Fulgence Kassi s'en est allé à l'âge de 33 ans. Vivra dans nos mémoires et dans nos cœurs. À l'étranger, Joe Biden, 78 ans, a été investi aujourd'hui, mercredi 20 janvier, 46e président des États-Unis, quelques minutes après Kamala Harris, qui a prêté serment en tant que première femme vice-présidente. Qui est le nouveau président des États-Unis? Quel est son parcours? Georgette Ido et Ami Koulibaly nous dressent son portrait. 46e président des États-Unis, Joe Biden, élu avec 306 grands électeurs, a été investi ce mercredi 20 janvier. Désormais locataire de la Maison-Blanche, le démocrate Biden laisse son nom dans l'histoire de la grande puissance mondiale. Né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie, Joseph Robinette Biden, Jr. dit Joe Biden, est issu d'une famille catholique irlandaise modeste. En 1965, il est diplômé d'histoire et de sciences politiques à l'Université de Delaware. Il poursuit ses études supérieures à la faculté de droit de l'Université de Syracuse. En 1968, après son diplôme en droit, il commence une carrière juridique à Wilmington, dans l'État de Delaware. Sa vie politique commence en 1972 où il est élu au Sénat des États-Unis sous la bannière du Parti démocrate. Il devient ainsi à l'âge de 29 ans le 5e plus jeune sénateur de l'histoire. Il reste sénateur fédéral de cet État de 1973 à 2009. Mais avant, il préside le comité judiciaire et criminel de la Haute Chambre du Congrès de 1987 à 1995. Candidat malheureux aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle de démocrates en 1988 et à nouveau en 2008. Après cet échec, il est choisi par Barack Obama pour être son colistier comme candidat à la vice-présidence des États-Unis pour l'élection de 2008. Joe Biden devient le 47e vice-président des États-Unis le 20 janvier 2009. Il est réélu en 2012, premier vice-président catholique dans l'histoire américaine. En 2020, il remporte les primaires présidentielles démocrates et choisit Kamala Harris comme candidate à la vice-présidence. Joe Biden a prêté serment ce mercredi. Il a promis de restaurer l'âme de l'Amérique dans un pays plus que jamais divisé. Joe Biden fait donc face à d'importants défis, comme nous l'explique Alassane Drabou.
the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Il est devenu officiellement ce mercredi 20 janvier le 46e président des États-Unis d'Amérique. Joseph Robinette Biden, 78 ans, a prêté serment en compagnie de sa vice-présidente Kamala Harris et succède au républicain Donald Trump au terme d'une élection dont les partisans de ce dernier contestent encore aujourd'hui les résultats. Donald Trump laisse ainsi à Biden une Amérique divisée. En témoigne son absence à la cérémonie d'investiture de son successeur, chose qui n'était plus arrivée depuis Andrew Johnson en 1869. Les défis qui attendent le président élu sont énormes sur le plan national, mais aussi international. En Amérique, Joe Biden devra parvenir à une réconciliation véritable de son peuple, profondément divisé par cette élection. L'attaque du Capitole, le temple de la démocratie américaine, par des manifestants pro-Trump le 7 janvier dernier, qui ont tenté d'empêcher la certification de son élection, en est une preuve. Au-delà, l'administration Biden devra mettre un accent d'honneur sur le difficile accès à la justice, la pauvreté, la criminalité, mais aussi les éternelles inégalités raciales qui déchirent l'Amérique depuis la nuit des temps. L'on se souvient encore de la tragique mort de George Floyd sous les genoux d'un policier blanc qui avait suscité l'émoi et l'indignation partout dans le monde. Sans la crise du coronavirus, Donald Trump aurait sans doute été reconduit à la tête de l'Amérique. Mais sa gestion, jugée catastrophique de la pandémie, lui en retiré des voix. Le pays compte officiellement 411 520 décès, un record dans le monde. Biden, qui a privilégié tout au long de sa campagne le respect des mesures barrières, devra à présent traduire en actes sa volonté de stopper la propagation du virus. À l'international, de vastes chantiers l'attendent, notamment le réchauffement climatique, au sujet duquel il a annoncé le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Le règlement pacifique de la crise israélo-palestinienne, la question du nucléaire iranien ou encore la promotion d'un rêve américain brisé par l'immigration clandestine. L'on a en mémoire ces nombreux recours pour faire annuler le programme de protection des Dreamers, ces non-citoyens américains arrivés dans la clandestinité sur le sol américain durant leur enfance. Bref, à son arrivée dans le bureau ovale, ce sont une pile de dossiers qui attendent le nouveau président américain. Mais comme il l'a dit lors de son discours d'investiture, « Don't tell me change can't happen », ne me dites pas que le changement est impossible. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain à la même heure pour un autre journal.